tout aussi impénétrable, la péninsule de Maswala, là où les arbres rencontrent la mer. C'est la plus belle forêt primaire de Madagascar. Primaire parce qu'ici, l'homme n'a perturbé aucun des équilibres écologiques. Cette forêt est intacte. Il n'y manque aucune des espèces d'origine. Jamais exploitées, ces forêts vierges représentent aujourd'hui moins d'un tiers des zones boisées de la planète. Martin Kalmander est botaniste. Il travaille sur le terrain pour les plus grands muséums du monde. Et ici, il m'explique le fonctionnement de cette forêt si dense que 90% de la lumière n'atteint jamais le sol. C'est assez oppressant cette forêt. On sent que l'homme, c'est pas la place de l'homme, hein, qu'on est un étranger au milieu de ces plantes. Ici, dans une forêt tropicale humide, de basse altitude, comme un Maswal, au fond, les plantes et les animaux, ils n'ont pas besoin de se soucier d'un manque d'eau et d'un manque de chaleur. Donc ils peuvent vraiment se développer d'une façon absolument extraordinaire. On est l'endroit de Madagascar où il y a le plus de pluie. On a plus de 8 mètres de pluie par année ici. 8 mètres? Ce qui est énorme. Pour vous donner un exemple, en France, peut-être au sud de la France, on a 700-800 mm. Dans des villes un peu plus au nord, on a 1000-1200 mm. Et donc il pleut plus d'un jour sur deux ici. Il pleut tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une si forte biodiversité dans cette forêt? C'est à cause du soleil et de la chaleur que ça a pu se développer? Quelle est la raison? Alors, cette forêt, elle est organisée par étages. On appelle ça des strates, évidemment en fonction toujours de ce qu'elle peut recevoir comme eau et comme lumière. Au niveau du sol, on a des herbacées, on a quelques petites plantes, mais le sous-bois est relativement pauvre. Mais par contre, il a un rôle très très important, parce que c'est dans le sol que va avoir lieu la décomposition de la matière organique. Donc les feuilles qui tombent au sol, en fait, sont décomposées par des petits organismes que des fois on ne voit pas, des bactéries, des insectes. Et ces organismes vont permettre à tous ces minéraux qui sont dans les feuilles de retourner au sol et vont être repris par les racines dans les arbres. Pour remonter en haut de l'arbre. Exactement. En fin de compte, c'est une forêt qui est très complexe, qui a des millions d'années et qui était extrêmement fragile. Oui, c'est une forêt extrêmement fragile parce qu'en fait, tous ces organismes, ils coévoluent, ils vivent ensemble en fait. Ils sont liés l'un à l'autre pour leur survie. Mais on n'a pas comme chez nous un humus extrêmement grand. Donc c'est ça aussi qui fait la fragilité des forêts tropicales. Parce que finalement, les sols sont très pauvres. Donc quand on coupe une forêt tropicale, vu que le climat est tel qu'il y a énormément de pluie, on perd très vite tous les éléments nutritifs et la forêt ne peut pas repousser en fait. Parce que ça, c'est un capital formidable pour ce pays. C'est un pays très pauvre et pourtant c'est un capital inouï, c'est de l'or. La forêt tropicale de Madagascar, c'est un bijou qu'on se doit de protéger. Moi je suis très positif parce que depuis maintenant 5-6 ans, je vois vraiment le pays au niveau des populations qui vivent avec cette forêt. Je les sens vraiment conscients qu'ils ont un bijou entre les mains et qu'il faut vraiment qu'ils fassent attention et que c'est vraiment une de leurs richesses. Le gouvernement malgache l'a bien compris. Pour conserver les 10% de forêt primaire de l'île, il a triplé la surface des aires protégées. Donc c'est magnifique, hein, toutes ces racines emmêlées. Non, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est une adaptation typique des forêts tropicales. Au fond, cet arbre, dans sa recherche de lumière, il doit aller tellement haut qu'il lui faut une certaine stabilité. Donc il va développer ses racines échasses, en fait, déjà pour être bien stable. Et ensuite, comme les sols sont assez pauvres, il va développer plein de petites racines, un grand réseau de racines pour essayer de chercher les nutriments tout autour de lui. Et donc, il y a une corde, on va monter là-haut? Oui, je vous propose maintenant de monter dans la canopée et essayer de regarder la forêt d'en haut. Martin, c'est votre bureau ici, là, au-dessus de la canopée? Ah, ça serait pas mal d'avoir un bureau ici. En tout cas, c'est mon laboratoire. Hein. D'être ici à la même hauteur que les feuilles, c'est extraordinaire. À 25 mètres de hauteur, vraiment, c'est fabuleux. Alors, parlez-moi de la canopée. Faites-nous rêver, parce que là, c'est quand même... La canopée, en fait, c'est la partie supérieure de la forêt. Et puis, toutes ces feuilles, en fait, vont chercher la lumière, vont jouer le rôle de petits panneaux solaires. Et tous ces millions de petits panneaux solaires, en fait, vont transformer le CO2 et l'eau en sucre et en oxygène qui va être relancé dans l'atmosphère. Et ce phénomène est la base de la vie, en fait. En fin de compte, on dit toujours que ces grandes forêts tropicales, c'est le poumon de la Terre. C'est pas vrai, parce qu'en fin de compte, l'oxygène provient surtout de la mer, des petites algues. Tandis que ça pompe le CO2. Exactement. En fait, le rôle de la forêt tropicale est vraiment de fixer le CO2 dans le bois. Finalement, c'est vrai que c'est plutôt les océans qui sont responsables de la production d'oxygène. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de CO2. Donc ce CO2, en fait, il est problématique dans l'atmosphère parce qu'il va garder la chaleur, une chaleur dont on a besoin pour vivre, en fait. C'est assez paradoxal parce que finalement, sans chaleur, sans CO2, il ferait beaucoup plus froid sur la Terre. Mais s'il y en a trop dans l'atmosphère, en fait, on a un réchauffement climatique. Il y a des animaux, en fin de compte, qui ne vivent qu'en haut des arbres.
Il y a des insectes, oui, 80% des insectes herbivores vivent qu'en haut des arbres. C'est ici qu'ils trouvent leur nourriture. Est-ce qu'on les connaît tous? Non, on les connaît de loin, pas tous. On a parlé beaucoup des plantes, mais c'est vrai que les insectes à Madagascar et dans toutes les tropiques, c'est encore quelque chose de très peu connu. Il y a encore énormément à découvrir en entomologie. Oui, on pense que sur 1 hectare ici, il y a plus de biodiversité, pratiquement comme un pays comme la France. Ce qui est extraordinaire dans les forêts tropicales, en fait, à la grande différence des forêts de chez nous, où on a une forêt avec relativement peu d'arbres, on va avoir quelques sapins, quelques hêtres. Ici, chaque arbre est une autre espèce. C'est quelque chose de fabuleux, en fait. On a plus de 4500 espèces d'arbres. Il y en a 95% qui poussent qu'à Madagascar, qui sont endémiques. Et pourquoi c'est important qu'elles ne disparaissent pas? Parce que c'est un héritage, c'est l'héritage que nous, humains, avons reçu de millions d'années d'évolution. Et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse conserver cette biodiversité. On ne la connaît même pas. Comment détruire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est dramatique pour moi. Un monde sans arbres, c'est la fin de l'homme. C'est la fin de l'humanité.